Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de Pilot Short. L'événement cinématographique cet été, c'est... Suicide Squad. Non. On oublie ça. L'événement cinématographique cet été, c'est le troisième opus de Ghostbusters. Qu'on ait un a priori ou non, le film fait parler de lui, enfin, moins que l'autre machin là, mais quand même. L'occasion pour nous de revenir sur l'adaptation dessin animé des années 80, The Real Ghostbusters. Ghostbusters, c'est avant tout le film de 1984, scénarisé par Dan Aykroyd et Harold Ramis, et réalisé par Ivan Reitman, dans lequel Peter Venkman, Raymond Stantz et Gun Spengler, radiés de l'université, vont fonder à New York la première agence de chasseurs de fantômes, et qui vont, rejoints par Winston Zeddemore, combattre Gozer le Destructeur. Le film n'est pas forcément destiné aux plus jeunes, plus un public adulte adolescent. Une version dessin animé va donc être lancée dans les 80, et avec lui, une gamme de jouets, auquel le film n'avait pas eu droit. Il finira par voir le jour 2 ans plus tard sur la chaîne ABC en 1986. On y retrouve dans le premier épisode nos 4 héros qui vont capturer 3 fantômes dans une chocolaterie. Suite à une bourde de Slimer, Bouffe-Tout en français, ces démons vont être libérés et, pour se venger, vont décider de tourner les Ghostbusters au ridicule en fondant une agence concurrente, Ghost R Us, qui intervient miraculeusement ou pas juste avant eux. Ah, Ghost R Us, tu dois venir, la grosse gamme de jouets, avec ses gros sabots, d'elle pilote. Mais bon, mis à part ça, The Real Ghostbusters c'est plutôt une bonne série, bien animée, avec des monstres qui font vraiment peur pour l'époque, et des personnages au caractère plutôt proche de leurs originaux sur grand écran. Bon, tout ça sera quelque peu radouci à partir de la saison 4, lorsque le personnage de Bouffe-Tout sera un peu plus mis en avant pour séduire un public plus jeune, et que la série sera baptisée Slimer and the Real Ghostbusters. Mais bon, passons. Le dessin animé aura une belle vie et durera pas moins de 7 saisons pour finalement s'arrêter le 5 octobre 1991. Il aura même droit à 2 séries dérivées, Slimer en 1988 et Extreme Ghostbusters en 1997. Il y a deux choses qui me gênent par rapport à The Real Ghostbusters. D'abord, les personnages. Physiquement. Je sais bien qu'il faut styliser pour faciliter l'animation, et à la limite, ça me gêne pas qu'on leur donne des combinaisons de couleurs différentes pour bien les différencier, mais bon, me dites pas que ça c'est Dan Aykroyd et Bill Murray. Et regardez Ernie Hudson, il en perd sa moustache quand Harold Ramis, putain il a morflé. On dirait un Lucien blond avec des lunettes roses. Ah merde quoi, y a que Ruby Rhodes dans le 5ème élément pour se coiffer comme ça. Mais le dessin animé aura un tel succès que, dans Ghostbusters 2 sorti en 1989, Winston Zeddemore va raser sa moustache, Janine Melnitz va changer de coiffure, et Slimer va avoir un petit relifting pour mieux correspondre à son apparence dans le cartoon. Et deuxièmement, The Real Ghostbusters, les vrais Ghostbusters, ça deviendrait qu'il y ait des faux Ghostbusters. Pour comprendre, il faut remonter à 1975. La société Filmation, à qui on doit des adaptations en dessin animé de super-héros comme Superman, Batman, et surtout la série He-Man and the Master of the Universe, Musclor chez nous, décide de lancer une série fantastique live intitulée The Ghostbusters. On y suit les aventures de 3 chasseurs de fantômes, Jake Kong, Eddie Spencer et Tracy le gorille. Oh bordel, on n'a même pas passé le générique, on sait déjà que ça va être mauvais. Dans le premier épisode, ils vont se lancer à la poursuite d'un fantôme sosie d'Eddie. On passe notre temps à faire des références, à commencer par les messages reçus à la manière de Mission Impossible, et on accumule les gags qui fonctionnent peut-être en dessin animé, mais bon, avec des acteurs... Bref, c'est mauvais. Oh, c'est mauvais, mais ça a eu le mérite d'exister avant SOS Fantôme. Et lorsque Lou Scheimer aura vent du projet de film de Dan Aykroyd, il ira voir à la Columbia et cédera le titre de sa série pour la modique somme de $500 000 et 1% des recettes générées par le film. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur le succès du film, lorsqu'il y aura le projet dessin animé, il va décider de leur mettre des bâtons dans les roues, de lancer son propre dessin animé à lui, avec sa petite boîte à lui, tiré de sa vieille série toute pourrie. Tout ça parce que il avait cédé les droits pour le cinéma et pas pour l'animation, et que la Columbia lui avait gentiment dit non lorsqu'il avait proposé de participer au projet. Et putain, ils avaient eu raison. Il lancera sa série le 8 septembre 1986, soit une semaine avant celle de la Columbia, tirée du film afin d'essayer de leur couper l'herbe sous le pied. Et comme on peut s'y attendre, c'est aussi mauvais que la série originale. Dans le premier épisode, Jake Kong et Eddie Spencer forment leur fils Jake Kong Jr. et Eddie Spencer Jr. pour qu'ils prennent leur relève. Ils arrivent à piéger Prime Evil, un méchant robot fantôme dans un coffre-fort pour une centaine d'années. Une fois libéré, il envoie un de ses monstres dans le passé qui n'a appelé Jake et Eddie. Leurs fils vont donc voyager dans le futur pour délivrer leurs parents. Bon, au passage, ils vont secourir une jeune femme du futur appelée Futura.
Bref, Jack et Eddie Senior ne sont pas dans le futur car Prime Evil les a cachés ailleurs. Mais notre méchant a laissé une énigme sur une stèle cassée et cachée à différents points du temps afin qu'ils puissent les retrouver. Ils vont donc aller au Moyen-Âge, en Égypte antique, à la préhistoire et j'en passe pour reconstituer l'énigme. À chaque époque, ils vont affronter des fantômes envoyés par Prime Evil pour les empêcher de trouver les morceaux de la stèle. Mais pourquoi tu leur envoies une énigme si tu veux pas qu'ils la résolvent? Après une bataille finale de retour dans le futur, ils comprennent que leurs parents étaient dès le début enfermés dans le coffre où ils avaient piégé Prime Evil dans le premier épisode. Comment vous dire à quel point c'est mauvais? C'est animé avec les pieds. On dirait un vieux dessin animé des années 70. Enfin, pour vous dire, même Scooby-Doo, à l'époque, c'était mieux fait que ça. Tout le côté hâtons-nous avec lenteur. Mon Dieu, s'il vous plaît! On est en 86 quand même! Et puis, ça passe son temps à parler pour ne rien dire plutôt qu'agir. Quand je pense que 3 ans plus tard, Ségolène Royal a lancé un pamphlet contre l'animation japonaise et que, à l'époque, cohabiter ça, mais ça se fout de la gueule du monde, quoi! Et puis, ils sortent leurs armes de leur cul. Parce que non, je suis désolé. Vu la taille des sacs à dos, c'est le seul endroit où ça rentre. Et puis, c'est pas tout, quoi. Enfin, parlons-en des armes, tiens, justement. Quand ils combattent un fantôme, un truc pouvoir censé passer à travers les murs, ils ont 2 manières de les stopper. Soit un putain de lasso, soit du chewing-gum. Et lorsqu'ils arrivent enfin à en zapper un, il va juste se retrouver dans une dimension parallèle dont il va comme par magie sortir à l'épisode suivant. Puis ils sont cons et peureux, mais merde, le personnage le plus intelligent de la bande, c'est le singe! Et c'est doublé avec les pieds, mais j'ai jamais entendu un aussi mauvais doublage que celui de Prime Evil. You ghost busting goons! Franchement, s'il y avait que ça, mais il y a la scène de transformation, parce que bien sûr, pour économiser l'animation, on va nous refoutre à chaque épisode une scène de transformation. Enfin, imaginez, pour changer de costume, ils vont rentrer dans une espèce de placard squelette et rentrer dans une dimension parallèle pour enfiler leur bleu de travail. Et c'est n'importe quoi. Dans le film SOS Fantôme, ils ont juste besoin d'un casier au bout du mât, là, dans leur caserne, pour changer de costume. Pas besoin d'espèce de tapis roulant à la con fait avec des os, non. Et puis c'est long, mais c'est long. Enfin, 1 minute 30. La transformation de Sailor Moon est plus rapide que ça. Et puis, il y a le voyage dans le temps. Enfin, tu combats les fantômes, mais dans le temps, c'est logique. Enfin, si on reprend un peu la chronologie des choses, Prime Evil, dans notre premier épisode, se fait enfermer dans un coffre, dans lequel il va rester bloqué une centaine d'années. Au bout de 100 ans, il se fait délivrer par un de ses mignons, et il va envoyer quelqu'un dans le passé, non pas pour le délivrer, à aucun moment on ne le fait sortir du coffre avant, mais pour kidnapper les 2 vieux là qu'il va foutre dans ce même coffre, où il n'est plus, par magie. Et à la fin de notre 5e putain d'épisode, il se retrouve de nouveau enfermé dans ce coffre, sans double de lui-même, et avec l'espèce de psyche dégueulasse du début, mais d'où? Enfin, on joue pas avec les paradoxes temporels comme ça, s'il te plaît. Ne regarde pas ça. Et forcément, nos 2 séries étant diffusées en parallèle, bien sûr, il va y avoir confusion dans la tête des spectateurs. À tel point que Lou Scheimer va recevoir des lettres d'insultes qui vont lui demander pourquoi est-ce qu'il a remplacé le personnage Winston Zeddemore, le Black de service dans le film, par un gorille. Mais quand tu regardes comment sont habillés nos 2 pseudo-héros là, c'est normal qu'il y ait confusion. Devant cette concurrence quelque peu inattendue, la Columbia va devoir trouver un nouvel arrangement avec Lou Scheimer et va donc rebaptiser son dessin animé The Real Ghostbusters. Alors que, si on réfléchit un petit peu, c'est la série de la filmation qui était l'original. Enfin, passons. Devant une telle concurrence, The Ghostbusters va faire un four complet et s'arrêtera au bout de 65 épisodes diffusés entre septembre et décembre 1986. Ça, forcément, quand tu veux privilégier la quantité par rapport à la qualité, tu te plantes. Cette émission ayant terminé, je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie et vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Pilote Mag ou Short, ce sera selon. Bonjour chez vous.